Bonjour, Jorge Guerra González. Bon, je donne le nom en entier. J'espère que tu vas bien. Merci d'être présent. Oui, bonjour. Oui, je commence à disparaître. Oui, ça va mieux maintenant. Voilà. Bonjour, On Lizzie. a Merci de ton invitation. Oui, vas-y. Eh ben non, je suis vraiment ravie que tu prennes le temps, Jorge, parce que je sais que ton temps est compté. Et je suis ravie de vous retrouver tous qui êtes présents dans pour cette nouvelle émission de Famille en vrac avec un sujet assez central et assez important. Un sujet qui nous tient à cœur à tous les deux. Et je sais que vous êtes nombreux également à penser le système familial et d'aide aux familles différentes. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est repenser le système d'aide aux familles. Donc, ce soir, on va débattre, on va ouvrir un débat quand même essentiel puisque dans nos cabinets, nos tribunaux, nos services sociaux, nous voyons tous ces familles en lutte, parents en conflit, enfants pris entre deux mondes, institutions dépassées, et puis les mots qui changent selon les dossiers, conflit de loyauté, instrumentalisation, aliénation, manipulation. Mais en fait, la souffrance reste la même et parfois, cela conduit à des ruptures de liens. Donc, la question centrale, c'est comment on peut comprendre ce qui se joue réellement derrière ces ruptures de liens et surtout comment un système d'aide aux familles pourrait mieux fonctionner pour protéger les enfants sans ajouter du conflit au conflit. Et donc, je suis ravie aujourd'hui, Jorge, de t'accueillir pour qu'on puisse débattre ensemble et avec les personnes qui nous suivent sur ces sujets. Alors, une petite présentation quand même. Je ne vais pas faire la liste, toute la liste, mais quand même te présenter, Jorge. Donc, tu accompagnes les familles dans un haut niveau de conflictualité depuis 10 ans et tu les aides à parvenir à trouver des solutions durables, une résolution durable des conflits en veillant toujours au bien-être de l'enfant. Je crois que c'est ton cœur, voilà, c'est l'âme un peu de ton travail. Tu es donc titulaire de doctorat en droit, en psychologie également et en conseil juridique, en tutelle et en médiation internationale certifiée. Donc, tu exerces principalement tes activités en allemand, anglais, espagnol et français. Et tu es expert en psychologie, représentant légal, tuteur contact et chargé de cours et chercheur universitaire. Je crois que j'ai tout dit. Peut-être qu'il y a d'autres points, Jorge, dis-moi. Mais en tout cas, je pense avoir fait une liste exhaustive. Ok. Merci. Rien à ajouter, c'est parfait. Merci. On va... C'est parfait, merci, c'est gentil. Donc, de manière un peu plus fine, on va essayer d'observer ces situations complexes et pour éviter les amalgames et replacer l'enfant et le système qui l'entoure autour de cette réflexion. Et puis ensemble, on va tenter de repenser les critères d'un système d'aide qui fonctionne réellement dans les conflits sévères avec ton aide, puisque on va parler sur toute ta recherche, la recherche que tu as présentée au congrès mondial des familles à Cambridge, je crois cette année, je crois ne pas me tromper. Voilà, donc merci à tous d'être présents. Bien comme d'habitude, il y aura beaucoup d'interactivité. Et avant de rentrer sur les présentations de tes travaux de ta recherche, moi j'aimerais bien échanger avec toi, Jorge, sur voilà, j'ai fait le catalogue de qui tu étais avec l'ensemble des diplômes, mais est-ce que tu peux un peu partager avec nous c'était quoi ta démarche, d'où vient cette envie d'aller repenser le système, comment c'est venu, Jorge? Est-ce que tu peux exprimer deux, trois choses sur ce point? Oui, merci, Cécile. Bon, il faut savoir que depuis que je suis un enfant, je ne sais pas pourquoi, mais la question de la justice est très, très, très dedans moi. Donc, j'ai essayé de faire beaucoup de choses différentes. Mais quand je suis arrivé à la famille, raconter des choses que vous n'allez pas croire.
j'ai fait le doctorat en droit, mais sur quel sujet? Imaginez. Donc, j'ai cherché, et à la fin, j'ai vu une chose qui pour moi était très importante. Je voulais que mon travail, voir le résultat de mon travail. Donc, avant-après. Avant, la famille était comme ça, après, et la situation continue à être pacifique. Ce que je rencontrais, effectivement, c'est des beaux souhaits, un système qui fonctionne, mais ces bons souhaits n'arrivaient pas aux familles. Au contraire, les familles étaient mécontentes avec le système, et j'ai voulu savoir pourquoi. Et quand j'ai rencontré, j'ai trouvé des réponses, je les ai présentées, comme tu as mentionné. Oui, je suis ravi de les présenter ici aussi, parce que c'est un système fait de personne par personne qui veulent faire de meilleure façon possible, mais à la fin, n'arrivent pas au but. Mais probablement, on ne sait pas pourquoi le faire. Et j'aimerais bien montrer ce que je rencontrais et discuter avec je suis désolée, on a un peu d'instabilité, donc je vais essayer de reprendre parce qu'il y a eu certaines coupures. Donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu as débarqué dans le monde de la famille. Ce n'était pas vraiment ton parcours au départ, mais tu t'es intéressé sur ces questions-là parce que je crois que tu es avocat à la base, en fait. Et tu n'étais pas dans le monde avocat en matière familiale, je crois, dans ce que nous avions pu échanger. Et par contre, tu as découvert un univers et tu t'y es intéressé. Et comme c'est ce que tu exprimais vraiment depuis tout petit, les notions de justice sont vraiment ancrées en toi et c'était très fort, de manière très forte. C'est ça qui t'a poussé à essayer de comprendre. Observer et de voir en fait que c'est ce que tu disais sur la fin, que c'était quand même assez étrange de se dire que nous, acteurs professionnels, et le système en soi était vraiment construit pour protéger dans une intention de protection et d'accompagnement des familles, et en même temps avec cette incapacité au final de pouvoir le faire, ou en tout cas le ressenti où le résultat n'était pas forcément celui qui était attendu. Et donc, il y avait ce que tu expliques là, parce qu'il y a des coupures, un décalage entre l'intention et le résultat. Et ce que tu disais au départ, c'est que quand toi, tu es intervenu et tu as travaillé dans ce monde de la famille, ton objectif ultime, et ton objectif encore aujourd'hui, c'est de faire en sorte que il y ait une transformation ou une différence entre le moment où tu interviens et puis le moment où tu termines, quoi. Qu'il y ait quand même un cheminement où ton intervention soit ait un impact positif et dans la pacification des relations. Ça a toujours été ton moteur et ta ligne de conduite. Ok. Désolée, je reprends, mais comme il y a eu beaucoup de coupures pour pour que ce soit bien fluide pour nos auditeurs. Alors, comment tu as commencé du coup qu'est-ce qui a été le moteur parce que tu as fait beaucoup de choses, tu as été avocat, puis tu as psychologie. Donc, comment ce cheminement a été fait et maintenant, la recherche. Donc, explique-moi quel a été le fil conducteur ou en tout cas comment tu en es arrivé à faire ces recherches-là et ces travaux sur ces recherches-là. Mon père disait toujours mais Jorge, quand je te demande une chose, je vais avoir une réponse immédiate. Et tu me racontes le monde avant, les raisons. Ça ne m'intéresse pas. Mais je voulais exactement ça. Je voulais savoir pourquoi. C'était un ressenti. Les choses ne fonctionnent pas. Tu l'as expliqué d'une façon excellente. Merci. Tout le monde a compris. Quel était le moteur? Je ne crois pas qu'il y avait un moteur. Je me rends compte que les gens le veulent, que le système de la famille n'aide pas
que je peux aider seulement si je suis médiateur, donc si je suis je compte, donc je peux mener une famille hautement conflictueuse à la paix. Et c'est seulement une question de temps et de volonté. Donc, c'est ce que je peux faire de façon, je dirais, simple. Pourquoi les autres n'arrivent pas? Pourquoi le système n'arrive pas? Alors, vraiment, la question la plus intéressante pour moi, de savoir comment je peux aider le système, partager mon expérience pour qu'ensemble, on peut aider vraiment les familles et aussi les enfants et protéger les enfants. Et ça, c'était le moteur. Donc, j'avais une question, je me demande pourquoi, j'avais une question, je me demande pourquoi. Et à la fin, j'ai fait des projets avec les étudiants. Et je lis, c'était toujours cette idée. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler de ces travaux de recherche sur cette question qui t'a animé, c'est le pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu partages Est-ce que tu veux partager ton... La première question était que... Oui, oui. Oui. Évidemment. La première question était ce qui est inévitable. Aujourd'hui, une chose inévitable est que les couples, les parents, se séparent. Ce n'était pas si évident il y a 2 générations, mais maintenant, c'est un problème qui existe. Ça, c'est une situation traumatique ou potentiellement donc, c'est logique. Là, on demande l'aide au système, parce que c'est un système de support, de soutien à la famille. Je me demandais quelle est la différence par rapport à la satisfaction vitale et à la santé psychique et physique des enfants qui sont nés dans un foyer intact, séparé, où on avait une rupture des liens forcés. Donc, c'était le début. J'ai vu que la satisfaction vitale plongée de groupe A à B à C, j'ai vu que, je vais le montrer après, j'ai vu que la situation de conflit augmentait parallèlement. Oui, alors, pour bien comprendre, parce que c'est coupé, je suis désolée là, de cette instabilité. Donc, en fait, ce que tu as observé ou ce que tu as voulu observer, c'est l'impact quand il y a une rupture de lien, l'impact que ça pouvait avoir sur les enfants quand ils étaient adultes, en fait. C'est ça et que tu expliquais. Je comparais seulement... Oui. Oui, pardon. Non, rien à ajouter parce que je vais le présenter en détail. Donc, c'est pas si important. Je voulais voir. C'était le début. Non. Mais ta question était quel était le début? C'était le début. Oui, parce que, c'est ça, c'était le début. Il y avait pour moi beaucoup de questions ouvertes et j'ai continué à faire la recherche sur ces questions ouvertes. Ok. Donc, l'impact du conflit, de la rupture de lien sur l'enfant et de voir un petit peu adulte qu'est-ce que ça donne en fait. Je te laisse peut-être partager le support que tu voulais présenter. Et je vais le mettre à l'écran. Oui. Alors pour ceux qui qui sont présents, merci en tout cas d'être là. Sachez qu'on aura un brainstorming tous ensemble. Voilà, j'ai préparé un espace collaboratif sur lequel on pourra travailler pour échanger nos idées sur comment on va repenser le concept, le système d'aide à la famille après l'intervention. Donc, restez avec nous et puis il y aura encore d'autres surprises sur la fin de cette présentation. D'accord. Okay. Donc, Joki? C'est bon. Est-ce que... C'est toi qui es là. C'est bon? Attendez. Je ne sais pas. J'ai commencé par la fin, désolé, mais ça va. Voilà. Donc, je peux commencer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, voilà. Je t'ai présenté.
la chose la plus intéressante a été déjà rappelée par Sylvie. Donc, j'ai une formation en théorie et en pratique très ample, je dirais, mais surtout parce que j'ai l'avantage de pouvoir créer ma propre recherche et la raconter après avec cette étude. Donc, ce que j'apprends, je le raconte par une présentation comme telle, comme celle-ci, mais aussi avec mes étudiants. C'est une boule qui grandit, je dirais. Voilà. Donc, ça, c'est le but. Ça, c'est les enfants. Il ne faut pas oublier. C'est notre responsabilité de société. Ils sont, oui, en notre main. C'est notre de les faire grandir en paix, en sécurité, en amour. Mais ça n'arrive pas toujours. Vous connaissez les cris. Et de cette situation, j'avais donné une conférence à Arras il y a 2 ans. Je faisais ça, mais c'était incroyable. C'était une très bonne idée. Je crois que ces 3 descendants parlent par eux-mêmes. De quoi on parle ici? Par contre, on veut parler des enfants. Je suis désolée, Oui. le PowerPoint ne suit pas. Donc, si tu l'as mis en présentation, voilà, super. Là, c'est bon, super. Ça va mieux comme Oui, ça va mieux. Comme ça? Oui, c'est super. Oh, d'accord. Bon, ça va devenir un peu compliqué parce que vous allez voir, j'ai effacé beaucoup de feuilles, mais quand même, oui, lesquelles j'ai effacées. Donc là, vous voyez, les 3 dessins parlent par eux-mêmes. Vous voyez, c'est un système de parties, les enfants au milieu, où le droit qui essaie de couper. Bon, d'accord, ça c'est pour maman, ça c'est pour... Mais on ne peut pas couper un enfant. La sensation d'être seul. Je ne sais pas si les enfants se sentent seuls, ou on veut qu'on les laisse tranquilles. Mais on veut parler des enfants, on veut arriver au bien-être des enfants, mais évidemment, on n'arrive pas toujours. Il y a des situations comme ça. Maintenant, oui, ce sont des sujets de droit. Donc, est-ce que ce sont les enfants qui doivent contrôler et diriger leur propre vie, une telle situation, ou bien c'est le contraire? Je le montrais déjà. Ça, c'est ce gars à 19 ans. Ses parents ont mené 10 ans de sa vie en se disputant d'une façon très grave. Il y avait une rupture de lien, après une rupture de lien avec l'autre parent. Et ça, c'est la photo de son profil. La photo de son profil. Tout noir. Le journal, le profil WhatsApp. Imaginez, il dit je ne veux plus vivre. C'est pas une vie. Je veux imaginer des pensées suicidaires. Voilà. Comme un autre garçon me disait une fois, mes parents m'ont pris mon nid peu à peu. Et maintenant, je n'ai plus de nid. J'ai rien. J'ai rien de soutien. Je n'ai pas de soutien. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le début toujours de parents qui, oui, ils ont des problèmes, qui ne s'entendent pas. Donc, la situation devient un peu plus compliquée. Il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a la jalousie, et il y a l'espoir. Mais j'aimerais bien qu'on les aide à garder l'espoir et à y arriver. Et ça, pour moi, serait le but du système d'aide. Bon, j'avais commenté déjà à Sylvie, un prof m'avait dit que la présentation parfaite doit avoir toujours 3 parties. Donc, j'ai ajouté la conclusion, mais c'est une brève. Voilà, ça c'est une brève conclusion. Vous allez voir la première. OK? Le reste, ne vous inquiétez pas, j'ai vu que j'ai beaucoup effacé. Ça, on ne le voit pas sur la présentation normale, mais ici. Mon étude, les débuts de tout. C'est l'étude la plus importante que j'ai jamais faite.
je ne sais pas si j'aurai la force ou les ressources de faire une chose pareille. Mais pour le moment, j'ai dit, bon, j'espère, on ne le sait jamais. Mais pour le moment, c'est comme ça, parce que c'était vraiment dur et compliqué. J'ai travaillé 2 ans, seulement 2 ans et demi, pour arriver à mes 3 groupes d'adultes, comme tu as très bien mentionné, qui parlaient de son enfance. Ils n'ont pas subi une violence. Ce n'est pas exactement clair qu'est-ce que c'est ça. Donc, je disais, il n'y a pas de condamnation pénale et les contextes culturels pour ne pas avoir une influence exagérée sur les résultats, c'est seulement germanophone, c'est l'allemand. 3 groupes, je les ai décrits très vite. Groupe A, ils sont intacts. B, ils se sont séparés, les parents se sont séparés ou divorcés. Ou C, ils ont subi une rupture intentionnée et injustifiée du lien parental. Je savais qu'arriver, rencontrer des jeunes personnes de ce groupe serait très compliqué et sans eux, il n'y a pas. Donc, ça a mis 1 an et demi. Arrivé à 17 participants, et bon, j'avais 25 au début, mais à la fin, ils sont 17. Et il y en avait 8 qui, à la fin, le voulaient. Donc, 17 participants regroupés dans les 3 groupes. Dans les 3 groupes. En tout, ce sont 55, je pense, sont 18, vous les voyez ici, c'est 18 non, et 17. D'accord. Les groupes, non, les groupes les plus difficiles. C'était les groupes de 17. Donc, c'est une recherche qualitative, donc c'est trop d'entretien pour une recherche qualitative et aussi quantitative, donc c'est très peu une étude quantitative. Pour moi, ce n'était pas une question de dire ça, c'est la vérité, mais c'est une question de dire, bon, c'est ça ce que j'ai trouvé, est-ce que des autres peuvent continuer ma recherche? Si ce que j'ai pu découvrir, c'était la vérité plutôt ou non. Donc, les hypothèses sont très simples, je dirais, ils ne vont pas changer le monde. La qualité de vie, la satisfaction dans la vie et la santé physique et psychique du groupe C est mieux que c'est du groupe B ou A. C'est le groupe B, il est mieux, il est pire, pardon, il est pire que c'est du groupe A. Okay. Le premier, voilà. En fait, C est pire que B et B. Le contraire, la première, on a bien compris. Donc B, voilà, B c'est son divorce, C c'est rupture, A intact. Donc, s'il y a une rupture, la satisfaction et la santé sont pires que ceux du groupe B ou A, ou bien B est pire que ceux de A. Donc, séparé, plus pire qu'en intact. OK? Et les objectifs, bon, pardon. Oui. Excuse-moi, est-ce qu'on peut faire juste un petit focus sur ta définition que j'ai un peu présentée lors d'un article, puis je prévois aussi un autre article sur ce sujet-là, sur ce dont tu parles, rupture intentionnelle et injustifiée de la relation d'un enfant avec l'un de ses parents, le RILF, je crois que tu as. Est-ce que tu peux dire un peu ce que c'est cette définition-là, quelle est-elle pour toi? Comment tu la définis largement? D'accord. Bon, il faut dire que je travaille avec, pas la définition, mais avec des sujets dans ce groupe depuis que j'ai commencé à travailler comme avocat de l'enfant il y a presque 15 ans. Donc, le premier cas et les cas sont comme ça. J'ai vu qu'il y a d'autres définitions, d'autres concepts qui sont beaucoup plus connus comme aliénation parentale, je ne sais pas, comportement aliénant, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas une contradiction, mais si on dit aliénation parentale, parce que c'est devenu un sujet controversé politiquement, je ne comprends rien, je ne comprends pas du tout. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est. On comprend que c'est une rupture intentionnelle. Donc, il y a un parent qui veut couper le lien avec l'autre
injustifiée, inaction. Donc, on peut dire, ah oui, il y a la violence. Non, il n'y a pas de justification parce que le lien des enfants avec ce parent est une chose établie et nécessaire. Donc, je comprends qu'il y a quelques fois où il est justifié de couper ce lien. Mais c'est compliqué. Par exemple, des questions de violence, ce que j'ai compris, voilà. Définition. Oui. Pardon, ce que je disais, il y a eu encore une coupure, mais ce que j'ai compris, c'est que on était en train plutôt de regarder le comportement de l'enfant et comment cet enfant pourrait se comporter face à cette rupture-là, et est-ce qu'il y avait des éléments dans le système familial qui pouvaient éclairer sur le fait que cette rupture était justifiée ou injustifiée. C'est ça, en fait, j'avais compris, enfin, peut-être à tort, mais que au lieu de regarder le comportement du parent, on allait plutôt regarder le comportement de l'enfant avant et après. Enfin, c'était un peu ça. Oui. Parce que tu parles du rejet disproportionné qui n'est pas fondé sur la propre expérience de l'enfant. Voilà, oui. Donc c'était ça qui était, je trouve, intéressant dans ton concept. D'accord. Bon, là, il faut montrer 3 feuilles que je ne voulais pas montrer parce que bon, ce n'était pas exactement le sujet. Oui, c'est juste un petit focus question, pour je crois qu'on peut encadrer. Oh. Non, ça va. Il n'y a pas de tout. Okay. Tu vois, il est là. Tu vois, je suis prêt à tout. Merci. Donc, pas du tout, pas de souci. Donc, c'est la rupture intentionnelle du lien parental. Elle peut être justifiée et injustifiée. On va passer à la justifiée parce qu'il y a une prise en charge des services sociaux, okay? Ou bien parce que l'enfant dit « Ah non, ça, je ne veux plus voir papa ou maman », ou les deux. Prise en charge, ou bien c'est un parent qui essaie de protéger les enfants contre l'autre parent, par question de violence, maladie, psychique, par exemple. Donc, les Anglais parlent de protective gatekeeping. Donc, on ferme la porte d'une façon protective. Mais cette rupture peut y a un empêchement de contact. Donc, restrictive gatekeeping, ou parce qu'on sait qu'on va demander l'enfant, on choisit la voie de la manipulation. On trouve un enfant qui rejette le contact avec l'autre parent. Les conséquences de la rupture du lien justifiées sont les mêmes. Ce que le juriste appelle le principe de la s'il est, oh là là, comment on dit ça maintenant, de la de la proportionnalité. Voilà, c'est la proportionnalité. Est-ce que, voilà, pardon, le dommage à cause de la rupture est proportionné, les raisons de la justifiées, je dirais. Donc, il y a, la rupture suppose toujours un dommage pour l'enfant énorme. Mais quelquefois, la violence est énorme aussi. Donc, il faut, par principe de la proportionnalité, décider qu'est-ce qu'on fait, on coupe le lien ou on garde le lien et on essaie de... OK? Ça, c'est le premier chapitre, c'est toute la théorie. Mais, comme je dis ici, c'est la théorie et la pratique. En pratique, ce qu'on voit comme avocat, ce qu'on voit comme juge, c'est un enfant qui dit « plus voir mon papa, maman, c'est justifié ou non ?» Là, il faut regarder. Il faut regarder. Mais il est, je dirais, en théorie, en pratique, il est essentiel de faire ce qu'on protège l'enfant. Ou bien on instrumentalise l'enfant. Non, on instrumentalise l'enfant pour des buts qui n'est pas bon pour les enfants. Donc, par exemple, un enfant, un parent par vengeance
Donc, tu m'as trompé. Tu ne vas plus voir tes enfants. Donc, une raison juive. Donc, tu ne vas plus voir. Donc, je commence à parler avec mon enfant pour qu'il commence à te rejeter. Donc, l'enfant est instrumentalisé pour instrumentaliser tous les liens avec l'autre parent. Okay? Comment je peux savoir si c'est la théorie, si c'est la pratique? Et maintenant, le troisième feuille, j'avais promis, il y en a 3. Injustifié, quels sont les mots? Désolé, mais il n'y a pas beaucoup de recherches sur le sujet. Je parle de mon expérience professionnelle, je t'ai dit depuis 15 ans, j'ai fait ça. Donc, chaque jour, j'ai à voir avec le RILP, aliénation par l'amour, tu veux l'appeler, et quelles sont les raisons pour une rupture intentionnelle mais injustifiée. Par exemple, on se séparait et on a maintenant une nouvelle famille. Donc, la vieille mère ou le vieux père, il dérange. Donc, ou bien c'est la jalousie ou la vengeance, ou bien c'est question d'argent. Elles ou bien sont c'est la nombreuses. tradition. Oui, voilà. oui, ou bien les modèles vécus. Voilà. Ou bien des chantages. Ah bon, d'accord, tu vas avoir tes enfants, mais je veux avoir la maison et aussi la voiture, ou quelque chose comme ça. Ou bien frapper la porte. On a écouté que dans ce sujet de famille, il faut frapper, il faut être élève pour avoir des avantages. Ou bien quelque chose, j'ai fait la recherche l'année passée, la religion. Donc, tu abandonnes la religion, tu dois oublier maintenant ton papa ou ta maman. Ou bien le contraire, tes enfants. Donc, tu décides, monsieur, madame, de vous laisser comme religion, d'accord. Donc, maintenant, vous êtes les diables, et comme diable, contact avec papa ou maman. Ça, c'est la catastrophe. Ce sont les cas les pires que j'ai rencontrés. Ou bien, c'était pas le début, c'était pas le but des débuts, c'était un développement du conflit, et à la fin, on arrive à une certaine rupture comme ça. Ou bien la parentification, on comprend ça. Donc, l'enfant devient un peu comme la mère ou comme le père. On substitue, on parle avec lui ou avec elle comme si c'était mon partenaire. Donc, on ne veut pas abandonner ça. C'est un peu un phénomène un peu complexe. Tu vois? Donc, c'est pour cela que je voulais vous épargner tant des... Oui. C'est juste un petit éclairage parce que je trouvais ça intéressant d'être dans l'expérientiel, c'est-à-dire que la différence entre justifié, injustifié, avec ce concept qui amène à une rupture sans qu'on puisse comprendre réellement des raisons objectives, où on a un certain nombre de comportements qui font que l'enfant arrive à être dans le rejet de l'autre parent. Et cette question de proportionnalité, c'était ça qui était aussi intéressant. Et avant de rentrer dans les travaux de manière un peu plus importante, je voulais quand même faire ce petit éclairage. Ça méritera quand même des débats, mais plus tard, pas là aujourd'hui, parce qu'on va se recentrer sur repenser le système. Mais je te remercie d'avoir fait ce petit aparté pour qu'on puisse comprendre ce que tu voulais dire dans la rupture intentionnelle et injustifiée de la relation d'un enfant à l'un des parents. Merci beaucoup, Jürgen. Donc, du coup, avec plaisir. 55 personnes, une étude sur 2 ans et demi, une recherche sur 2 ans et demi, et donc un certain nombre de personnes, dont 17 personnes, qui se sont retrouvées dans une situation de rupture intentionnelle et injustifiée de la relation avec son parent. Et puis d'autres, non, pas du tout. On est dans le cas de séparation simple dans divorce, le cas de divorce-séparation ou pas du tout. Et ce que tu disais, pour accrocher les wagons, c'était que tu as pu observer que les adultes, donc les enfants qui étaient en fonction de ces catégories-là, plus on était dans la rupture du lien, et surtout la rupture du lien injustifiée et intentionnelle, plus on avait
des problématiques au niveau de la santé et il y avait deux autres points. Si tu étais satisfaction à l'égard de sa vie, et puis sur un autre point également, je te laisserai présenter la suite. Non, j'aime bien que tu me poses des questions, même si ce sont des questions du public, parce que pour moi, ce sont des sujets avec lesquels je travaille depuis des années. Donc, ils sont devenus évidents. Donc, il y a beaucoup de pensées probablement que je n'explique pas. Tu peux me demander toujours des pauses et je t'explique. La présentation est trop grande, trop large, mais il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails que je pouvais aider à répondre à ces questions. OK? Donc, je continue. Donc, vous vous souvenez, groupe A, B et C, ça c'est la satisfaction à l'égard de la vie. Et vous voyez des familles qui restent intactes. Une différence énorme entre A et B, ok, d'accord, mais je dirais importante entre A et C. C'est la rupture de lien. Mais je dirais plus intéressant la question de la santé. Psychique, ça c'est bleu, et physique, ça c'est plutôt rouge. Voyons psychique. Elle descend un point et un autre point entre B et C. Donc, 2 poids de différence entre A et C. Imaginez comment on se sent comme dans cette situation, les enfants devenus adultes. Et la santé psychique, physique, mes résultats sont toujours très variables. Mais apparemment, elle descend gravement, sérieusement, entre A et C. Donc, les effets sont psychosomatiques. Voilà, la rupture, c'est un dommage, je dirais, émotionnel, psychique, mais il y a des conséquences physiques. Si on continue, on passe, bon d'accord, qu'est-ce que ces enfants ont reçu de moins, si on passe de A à C. Donc, moins de protection contre les conflits, moins avec des personnes, des références, des parents, des contacts privés, je dirais, intimes peut-être, moins de liens parentaux, des liens familiaux, moins d'affection et moins de soutien émotionnel. Mais qu'est-ce qu'ils reçoivent de plus? Ils sont confrontés, ces situations, exposés aux conflits parentaux, des nombres et des gravités, des sériosités des conflits entre A et C, elle augmente dramatiquement, mais surtout l'implication des enfants dans les conflits parentaux. Elle augmente. Imaginez que le numéro 1, c'est une scale entre 1 et 7. Donc, 7 est le maximum et 1 est le minimum. Donc, c'est presque 0. Oui. L'implication, mais elle devient 5. Je dirais 3-4 fois de plus entre A et C. Ce sont des aspects décisifs. Voilà. Bon. Je voulais seulement vous raconter que c'est une étude qui a posé beaucoup de questions. Une autre question, c'était, bon, d'accord, est-ce que les parents souffrent aussi? Et ce que je rencontrais est qu'ils souffrent encore plus que les enfants. Donc, un père aliéné, ou disons, qui a subi une rupture intentionnelle, blablabla, une RILP, ou bien une mère qui a souffert une RILP, souffre encore plus que les enfants. Je n'aurais pas pensé. Et si on compare, quelle est la situation? Vous voyez ici, intact père et mère, séparé père et mère, dur père et mère. Donc, c'est presque toujours, je fais des études comparables, les pères souffrent, laissons de côté la santé physique, parce qu'elle n'est pas,
n'est pas très fiable, très confiable, mais la santé physique, vous voyez, elle descend dramatiquement entre père psychique et mère. Okay? Pour comprendre. Et aussi la satisfaction à l'égard de la vie. Okay? Donc la réponse est, et c'est le sujet sur lequel je fais la recherche maintenant. Vous pouvez imaginer maintenant chaque rupture intentionnée et injustifiée du lien parental. Quels sont les coûts pour la société? Parce qu'on parle pas, on parle toujours, ah oui, il y a tant d'enfants affectés. Non, mais maintenant, il faut imaginer. Non, non, c'est pas seulement les enfants qui sont affectés. C'est un enfant et un père. Un enfant et une mère. Plus les grands-parents. Plus peut-être des tantes, d'oncles et peut-être des cousins. Normalement, on coupe les contacts avec un côté de la famille. Ouais. Okay? Qui souffrent aussi la perte de surtout les pères, les parents et les grands-parents vont souffrir plus. Mais imaginez. Et il y a un effet que je ne veux pas montrer, mais maintenant je peux le montrer. Il y a un effet intergénérationnel. Ouais. Donc, par chaque cas de RILP suppose quand même 5 à 10 cas de personnes affectées. Et ça aura conséquence dans la perte d'opportunités au niveau de l'éducation et surtout au travail, par exemple. Si tu ne peux pas travailler bien, si tu ne peux plus te concentrer, tu as ta tête ailleurs. Donc, les conséquences sont immenses et ce fait se passe à la prochaine génération. Donc, imaginons les effets de cette étude que je fais maintenant. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font cette recherche. C'est pour cela qu'il est fascinant, ce qui se passe. Ah oui, j'avais dit que c'est une étude aussi qualitative. Donc, les entretiens montrent aussi des effets, mais c'est logique et conséquent avec ce que je montrais. Donc, la dépression, elle augmente entre séparés et intact, et surtout l'abus d'alcool ou des substances. Les 3 chiffres veulent dire groupe A, B ou C. D'accord. Abus d'alcool ou de substances, d'accord. Image de soi négative, rejet social, baisse de performance. Et criminalité. Criminalité, et elle augmente. Ah, bien sûr. Tu es complètement bouleversé. Quand tu as 16 ans, imagine, qu'est-ce que tu as vécu 16 ans, qui t'a contrôlé? Est-ce que tu as reçu de l'amour, de la sécurité, du soutien? Non. Par contre, les parents qui auraient pu mettre des limites, il ne va pas le faire par peur qu'on utilise ça contre lui ou contre elle. Et oui. Voilà. Là, c'est systémique. C'est systémique. Voilà. Les conséquences, il faut les réduire à 2 ou 3 choses. Non, c'est une question, comme tu dis, c'est systémique. Il faut comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi il faut faire quelque chose. Maintenant, je montre pourquoi il faut faire quelque chose. D'accord? Comme on voit, ça va très vite. Mais si tu as des questions, je te prie de les poser. D'accord. D'accord. Donc, hypothèse 1, c'est confirmé. Tu te souviens, vous vous souvenez. C'était ainsi de supposer que c'est une rupture. L'état mental, physique et la satisfaction par regard de la vie. Du coup, c'est repire, mais bon, il faut le dire parce qu'il faut savoir. Il faut ajouter une chose. J'ai l'impression, imaginez que j'ai fait cette étude quand personne ne me connaissait pas. Maintenant, si je fais cette étude, probablement, oui, il y a assez de personnes qui pourraient me connaître, donc avoir confiance en moi et participer. Mais à ce moment-là, j'étais oui, c'est vrai. Complètement inconnu. Donc, imagine, c'est vrai. Donc, imagine qu'il y a un homme qui veut faire de la recherche sur un sujet. Est-ce que je veux parler avec lui?
Si j'ai vraiment du mal à me souvenir de ces choses, ou j'ai vraiment des problèmes. Donc, ma hypothèse est que les vrais résultats sont encore pires. Oui. Parce que je ne peux pas pu arriver aux personnes qui ont vraiment des problèmes. Par exemple, ce garçon, je veux dire, ce jeune homme qui a 19 ans, il n'aurait plus parlé avec moi, il n'aurait voulu parler avec moi. Donc, c'est une personne suicidaire. Il y avait seulement, entre tous les participants, seulement une personne qui était suicidaire, ou presque suicidaire, mais seulement une personne. Probablement, les résultats, en réalité, sont pires. Donc, je suppose, mais quand même, les résultats sont très mauvais. Mais bon, c'était ce que je voulais savoir. Et sans le vouloir, je montrais une chose. À mon complexe, donc j'ai pu gagner presque 200 variables à comparer, à voir quelles sont les causes, quels sont les effets, quelles sont les corrélations. Donc, je voulais savoir, est-ce que le système d'aide à la famille aide par rapport aux 3 hypothèses principales? Satisfaction à regard de la vie, santé psychique et santé physique. Et là, on voit que l'effet, je ne sais pas si vous connaissez un peu en statistique. Non, vas-y, enfin, je ne suis pas super première forte. dit, non, bon, je vous montre, c'est entre 1 et moins 1. C'est un effet positif ou non, ou négatif. Donc ça, l'effet est vraiment faible. Et la signification, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Il est très faible. Il est très faible. Il est très faible et il est très faible. Donc, on ne peut pas dire. Oui, le bon côté serait de dire le système d'aide n'endommage pas, mais n'aide pas. Voilà. Vraiment. N'endommage pas, mais il n'aide pas vraiment. D'accord. Il n'aide pas vraiment. Le deuxième veut dire, bon, d'accord, statistiquement, ce ne sont pas des résultats énormes. Il faut faire plus de recherches. La signification veut dire si on peut dire que ces résultats sont dus à la chance, à l'hasard, ou sont dus à des mesures statistiques. Donc ici, scientifiquement, on ne peut pas dire que c'est de la bonne statistique, mais toutes les études que j'ai faites montrent la même chose. Donc, on arrive à un point qui est intéressant. Mais ça n'est pas si intéressant. Beaucoup plus intéressant est de parler avec les participants. Et qu'est-ce qu'ils pensent du système? Et les opinions du système d'aide à la famille sont... Il y avait 2 raters, donc 2 personnes qui ont lu les entretiens et on comparait pour qu'il n'y ait pas une subjectivité. Il est toujours possible si la recherche est qualitative. Donc, pour les opinions négatives étaient 93,5%. Donc, les statistiques diraient que l'effet est faible, pas négatif, mais faible. Mais si on demande les questions, les clients, les opinions sont très négatives ou négatives. Et ça menait à, c'était une autre question ouverte pour ma prochaine recherche. Et on arrive à la fin de l'introduction. Quand je parle de système d'aide à la famille, c'est une définition aussi propre, c'est la mienne, parce que ce n'est pas si juste, mais je voulais trouver une expression qui groupe, qui groupe les juges, les avocats, les experts judiciaires, les avocats de l'enfant, les tuteurs de visite et tout. Donc, tous les professionnels autour des parents qui veulent aider à trouver une solution par rapport à ces enfants. D'accord? C'est plutôt la définition. Donc, quand je dis système d'aide à la famille, c'est ça ce que je dis. C'est ce que je veux dire. Donc, je trouve que les professionnels ne devraient pas être très contents. Donc, je les demande eux-mêmes.
Et qu'est-ce que j'ai rencontré? Donc, je demande, monsieur, madame, monsieur le juge, madame l'avocate, est-ce que vous pensez que le système fonctionne? Normalement, il disait plutôt non. Si la conversation est privée, il disait pas du tout. Mais dans la recherche, ils étaient un peu plus soigneux. Ou, oui, je sais pas. Il y avait un effet social, je dirais. Mais si on demandait, les opinions étaient aussi négatives que je l'avais montré avant. Donc, je continue à faire la recherche. Il y a beaucoup de recherches qui n'est pas encore publiées. Et je le fais grâce à mes étudiants. Oui. Voilà. Je montre toujours parce que c'est grâce à eux que je peux continuer. Et seulement s'ils veulent être montrés. Donc, il y a 2 groupes qui m'avaient envoyé le photo. Et voilà. Donc, merci à mes étudiants. Et voilà, l'effet intergénérationnel. Oui. Dont tu parlais. Vous voyez avec l'autre étude, pour voir les statistiques. Donc, il y a une petite étoile ici, un astérisque. Il y en a 2. Ça veut dire, s'il y en a 2, les résultats sont significatifs au plus haut niveau. Et l'effet, maintenant, est 48%. On va laisser de côté parce que la santé physique. Non, psychique, c'est 48%. C'est pas clair. Mais la santé psychique et la satisfaction au regard de la vie sont importants. L'effet est grand et significatif. Donc là, vous voyez, il y a un effet intergénérationnel. Ça veut dire, si nous nous sentons, ou comment nous nous sentons à avoir avec les foyers de nos parents. Donc, s'ils sont grandis en sécurité, ils vont nous donner cet effet, mais s'ils ne sont pas grandis en sécurité, c'est plus probable que nous avons des problèmes comme adultes à compenser cette situation. Ça, c'est ce que les statistiques disent. Donc, je n'ai pas approfondi ça, mais je l'ai rencontré plus tôt. Maintenant, je demande toujours, ah oui, donc monsieur se comporte comme ça. Et c'était comment la relation avec les parents? Et je commence à savoir, à regarder qu'est-ce que normalement, c'est des foyers stables, des produits des foyers stables et le contraire aussi. Donc, pourquoi on est ici? Parce que s'il y a une situation de conflit, disons conflit, pas seulement une rupture, et s'il y a un système qui doit agir pour le bien-être de l'enfant, est-ce qu'on arrive au bien-être de l'enfant? Et pour le moment, on trouve que non. Et là, tu m'as aidé, Sylvie, parce que j'ai vu sur LinkedIn que de la pilule rouge. Et moi, j'ai dit, ah bon, d'accord, on parle de la même chose. Voilà. Donc, ouais, maintenant, la pilule bleue a une autre signification qui n'était pas connue il y a 30 ans. Mais le film Matrix, j'espère qu'elle soit connue. Oui, je pense, oui. Voilà. Donc, tu parlais que c'est très bien dit, parce que c'était inspirant. Voilà. Si, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont ressenti, et ça va pas très bien, ils ont avalé la pilule rouge. Et la pilule rouge veut dire il y a quelque chose qui ne va pas bien. Oui. Il faut changer le monde. Je veux voir la réalité comme elle est, telle qu'elle est. Donc, c'était la citation la plus... je ne sais pas si tu te souviens du film. Ici, c'est Trinity qui parle avec Neo. Elle dit, oui, je ressens ce que tu ressens et tu sais que la réalité, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la réalité. Et à la fin, c'est une phrase... je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas lui. Le star de film, c'est elle, c'est Trinity. Parce qu'elle dit, tu ne peux pas être mort parce que je t'aime. OK? Et pourquoi elle dit ça? Parce que elle, un jour, va tomber amoureuse du One. Il faut le lire en Neo, c'est le One en anglais. D'accord? Oui. Donc, il s'appelle Neo One, voilà.
Donc, tu es loin, je suis sûr, je le ressens. Et c'est pour cela que je suis amoureux de toi. Donc, tu ne peux pas être mort. Donc, là, elle embrasse, elle se réveille et commence à voir le monde différent. Donc, c'est l'amour, la réponse. Ce n'est pas une question de romantique. Non, ça c'est une question d'amour. C'est sûr que... Je crois que c'est la clé. C'est la clé. Oui, c'est sûr. C'est nous sommes des êtres de relation. Et donc, un nourrisson, par exemple, il y a des études et des recherches. Enfin, un nourrisson qui n'est pas aimé et rejeté par sa mère se meurt. Il s'oublie, il se meurt et il faut tout un système pour accompagner pour qu'il puisse vivre malgré ce rejet de cette mère, puisque bon, là, il y a le lien avec la mère qui est très, très fort pour un nourrisson. Donc, il faut trouver un parent aimant, et c'est l'amour, en fait, qui fait en sorte que nous soyons... voilà, des êtres, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si le mot structuré est bon, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas forcément de problèmes psychiques, de problèmes de santé mentale, de problèmes de santé physique. Voilà, c'est... Oui. Ouais. Non, tu as parfaitement dit. En réalité, si tu veux approfondir, j'ai aussi fait la recherche sur ça. Donc, quel est le rôle de l'amour? Donc, la question était, oui, les enfants souffrent avec une telle rupture, mais aussi les mères et aussi les pères. Est-ce qu'il y a une réponse commune? Et l'amour est la réponse. Mais c'est un amour qu'on peut voir. C'est pas une sensation, c'est un amour qui laisse des traces neurobiologiques. Mais maintenant, on n'a pas le temps de montrer ça, mais j'ai fait la recherche sur ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que de montrer que ce n'est pas forcément que la question. Alors oui, la question du conflit peut causer un impact, peut avoir un impact extrêmement destructeur et traumatique. Mais cependant, ce qui est quand même l'élément déclencheur est fort, c'est le lien, l'absence de lien et le rejet et c'est pas tant la situation conflictuelle en soi, c'est ça que démontrent tes études, parce que on peut être séparé, divorcé, vivre dans une situation de désaccord et de conflit, mais ce qui crée le trauma et les conséquences vraiment graves sur un plan psychique et physique et dans des conséquences aussi sur la qualité de vie, parce que tu parles de satisfaction de la vie, mais en fait, c'est la qualité de vie, c'est quel emploi tu as, quel niveau de revenu tu as, c'est tout ça, en fait, dans la société. Et ben, tout ça, il y a une corrélation, comme tu l'as bien montré, entre ce lien-là, la qualité du lien et la rupture de ce lien. Quand ce lien n'est plus. Qu'il soit justifié ou pas justifié, mais là encore plus quand il est injustifié en fait, parce que le désamour est quand même très très présent. Tu me forces presque à montrer les résultats de ma recherche parce que. Non, mais... En tout cas, si on revient sur vos mais on n'a pas le temps. Non, parce que la question est-ce que tu te rends compte que l'être humain est la seule espèce dans la nature qui a besoin de tant d'amour pour se développer. Donc, c'est une autre question. Quand j'ai commencé à faire la recherche, pourquoi on souffre tant d'une façon suicidaire, comme enfant, mais aussi comme père ou comme mère? Si on coupe les liens d'une façon telle, si on parle de... Je parlais avec une mère aliénée qui a subi une telle rupture, qui disait c'est pire que la mort. OK? Et je peux comparer. Pourquoi? Parce que j'ai eu 5 enfants. Mon troisième est décédé. Aliéné, séparé forcément de 2 enfants. Et cette absence est pire que la mort. Parce que là, je ne peux plus dire au revoir, ma chérie.
c'est fini. Mais tout le temps, je peux la visiter, la tombe, je ne sais pas. Non, tu sais, ils sont là, ils me rejettent. Ils ont appris à me rejeter. Je ne peux pas les protéger. Et ça, c'est une torture sans fin. Donc, imaginons, il n'y a pas dans le monde animal, il n'y a pas de choses comme ça. Bon, je vais continuer parce qu'il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi mon portable ne charge pas. J'espère que je ne dois pas couper. Et sinon, on va improviser. Je vais essayer de trouver la façon. Je continue et sinon, on va voir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à avaler la pilule rouge. Je m'excuse, il y a beaucoup de personnes là, je ne vais pas les mentionner, la plupart sont connues, mais pas tout le monde. Voilà, on voit une petite barre par ici, mais on voit qu'elle regarde comme aujourd'hui encore. Et c'est la question de protéger ces liens pour devenir une personne qui a quelque chose à apporter à la société. Et aussi ce côté canadien des personnes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le système familial, il y a énormément de choses qui bougent, qui changent. On voit vraiment d'autres postures avec des professionnels qui vraiment ont à cœur de faire différemment et autrement et qui se cherchent dans des modèles et qui échangent sur des pratiques et c'est complexe, c'est très complexe. Oui, et en tout cas, il y a vraiment ce mouvement-là et c'est chouette parce que quand tu parlais de mort, il n'y a rien de pire que d'être dans un système aussi violent qui crée la violence aussi et dont on voit qu'elle qu'elle ne répond pas à sa mission première. Étant entendu qu'il faudrait quand même définir aujourd'hui quelle est la mission de la justice familiale et du système d'aide aux familles de manière générale. Ça serait un vaste sujet parce que certains diraient la justice n'est pas là pour... elle est là pour régler, pour trancher, pour... fixer des mesures, elle n'est pas là pour accompagner, pour guérir, pour... non, précisément pas. Précisément. C'est ça ce que je voulais montrer après. Désolé de te couper parce que c'est ça c'est la raison pour laquelle une justice comme l'autre qu'on connaît. Il faut changer ça, il faut changer les racines. Donc, pour moi, probablement, c'est mon problème, je n'ai pas avalé la pilule rouge, donc j'ai dû commencer à comprendre. Mais pourquoi ces gens si charismatiques, si importants, veulent changer le monde? Pourquoi ils veulent changer la justice des familles? Et je me rends compte de beaucoup de choses. La première, il n'y a pas d'évaluation, donc on ne peut pas savoir, monsieur le juge, madame la juge ne peut pas savoir s'ils ont bien décidé ou pas, parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Donc, il n'y a pas de possibilité d'améliorer. Il n'y a pas... Mais quelle est la base de la décision? Un peu à l'aveugle. Ah oui, je décide comme ça. Oui, maintenant on fait comme ça. Mais il y a 20 ans, j'ai fait autrement. Et tout c'est bien, parce qu'il n'y a pas de... On ne sait pas. On ferme les dossiers et c'est fini. Donc, s'il n'y a pas d'évaluation, la science ne peut pas donner son avis et on ne peut pas assumer la responsabilité. Donc, vous vous rendez compte? Donc, la partie la plus précieuse de la société, nos enfants et nos familles, sont laissés de côté, sont traités comme n'importe quoi. Donc, donc personnes qui ne peuvent pas savoir s'ils arrivent à ce but ou non, qui peuvent protéger les enfants ou non, et qui ne peuvent pas assumer la responsabilité. C'est terrible, ça. Donc, je me rends compte, il n'y a pas d'évaluation. Donc, est-ce qu'il y a d'autres aspects? L'aspect que tu as mentionné maintenant, ce sont des familles que j'ai traitées, mais on va les laisser. Le deuxième aspect, c'est exactement ce que tu as dit. Le système judiciaire est héritier d'une certaine tradition. C'est un système adversaire. Et la dichotomie, c'est gagner, perdre. Bon, on va pas parler des mensonges, de la post-vérité. Des juristes, on apprend ça.
à l'école de droit, à l'université, on décide et on argumente en droit. Pas une empathie, un amour. Non, c'est comme tu dis, il faut trancher en droit. Il n'y a pas d'autre mission. Donc, oui, les parents perdent son autonomie et la donnent aux juges, mais les juges, ils n'ont pas appris à contrôler ça, à protéger le bien-être des enfants. Donc, pourquoi elle est faite? Parce que... et alors même je te coupe, Languet. Oui, oui, oui. Pardon, excuse-moi, mais alors même que quand même, dans notre code civil, toute décision qui doit être prise doit être faite en fonction de l'intérêt de l'enfant. C'est notre ligne directrice. Non, c'est ça ce que je veux dire maintenant. Je vais le mentionner maintenant parce que c'est exactement ce que je veux dire. Donc, pourquoi elle est conçue, le droit? Il y a le tribunal qui doit décider entre A et B, qui a raison, et A à son avocat, B à son avocat, et un argument juridiquement. Un exemple, donc monsieur le juge ici, il y a un monsieur, donc il y a un pommier, et le pommier a laissé tomber une pomme. Monsieur dit, ah non, c'est ma pomme, parce que c'est mon terrain, et l'autre dit, ah non, c'est ma pomme, c'est mon pommier. Donc, il faut trancher, c'est qui le propriétaire de cette pomme. Donc, on traite, disons, nos enfants comme des pommes. Parce que maintenant, c'est exactement ce que tu veux dire. Mais on va dire, oui, le droit de la famille, c'est le droit de privé, ça c'est logique. Le droit de la famille doit prioriser l'enfant. À ce moment-là, quelqu'un aurait dû dire, il faut changer tout le système de la racine, des débuts, parce qu'on n'est pas préparé pour ça. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change tout. Oui, ça change tout. L'intérêt supérieur de l'enfant à avoir avec la paix, avec la protection, avec la sécurité, avec l'amour, un système qui n'est pas fait pour ça. Donc, il faut changer tout. Il faut changer les structures du droit, la perspective, les habitudes, l'idée même de la justice, parce que protéger, arriver au bien-être de l'enfant, est-ce que c'est ça la justice? Et si c'est ça la justice, il faut la changer. Ou bien dire une chose, c'est la paix familiale et le bien-être de l'enfant, et l'autre chose est la justice du pommier. Donc maintenant, ce système, comme tu as suggéré parfaitement, il n'est pas valable. Il n'est pas fait pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est fait? En tout cas, il est double. C'est-à-dire, il est à la fois ce système traditionnaliste et il est à la fois autre chose qui n'est pas encore défini, mais dont on entend quelques verbatim, justice amiable, justice restaurative en matière pénale, tu vois, et on parle du consensus parental. Donc, c'est vrai que il y a aujourd'hui une volonté de passer de la logique de compétition à la logique de la coopération dans le système judiciaire qui demande à ce que on ait une approche de la résolution du conflit qui soit radicalement différente, avec des compétences complètement différentes. C'est ça ce que je disais. C'est ça ce que je disais. Donc, le système est conçu pour ça. Donc, les structures, les lois protègent le système traditionnel, mais en même temps, ils disent, mais il faut produire le bien-être de l'enfant. Et il y a des gens charismatiques comme, disons, un Matrix qui ressent, non, il faut faire autrement. Et ce sont les initiatives que tu as mentionnées. Ce sont les avocats de la paix, ce sont le système de consensus, c'est la justice amiable. Mais j'essaie maintenant d'expliquer pourquoi, en famille, il n'y a qu'un système. Ce n'est pas double. Oui, c'est vrai. En famille, je crois que le système ne traduit pas du tout. Il faut commencer à repenser vraiment le système seulement par rapport à les familles. Donc, mais pourquoi? Quel est le centre? Ce n'est pas seulement que le système est traditionnel. Un conflit familial, un conflit entre les parents, c'est une question émotionnelle. Donc, ce n'est pas une question juridique. Ce n'est pas une question des aliments. Ce n'est pas une question de la garde. Ce n'est pas une question de droit sur les enfants. Donc,
la vraie question est dedans. C'est la jalousie, c'est la peur, c'est, je ne sais pas, la vengeance, n'importe quoi. Et puis, il y a aussi toutes les questions de psychotrauma. C'est-à-dire qu'on a, Ah oui, on a bien sûr, quand oui, même, oui, oui, oui. aujourd'hui, les parents qui divorcent sont les enfants qui ont qui ont subi les parents des parents divorcés avec des D'accord, ruptures de liens. Et donc, tu vois, on est aujourd'hui dans une escalade. d'accord. Moi, j'ai ce Oui, sentiment-là, oui, tu oui. vois, professionnel, d'avoir toujours des D'accord. cas de plus en plus complexes, en fait, Oui, oui, avec des oui. personnes avec des psychotraumas énormes. Je propose, j'ai fini, il y a, je crois qu'il y a encore 10 feuilles à montrer, parce que maintenant j'ai peur, parce que je ne sais pas si Oui, mon portable ne prend pas l'électricité, je ne veux pas finir comme ça. Et après, je vais essayer de résoudre le d'autant problème. qu'il est 40 et je voudrais bien qu'on ait un temps d'échange et un temps de Ah, questionnement pour d'accord, d'accord, d'accord. Donc, je vais aller vite. terminer à Mais ça, 20 c'est heures pour important de dire. Et ce qui s'arrive en droit est que le problème émotionnel qui sont au centre du conflit familial sont ignorés par les professionnels. On parle seulement des aliments, on parle seulement de la garde, on parle seulement de droit. Parce que ce sont des sujets juridiques sur lesquels on va trancher. Mais les vrais problèmes émotionnels, il faut le dire, parce que si on oublie des problèmes émotionnels, évidemment, on ne va pas finir le conflit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas de formation adaptée à ces objectifs. Il n'y a pas une culture de collaboration parce qu'elle n'est pas soutenue par le système. Ça commence maintenant avec des initiatives que tu as mentionnées. Et une manière peu protectrice d'intégrer les enfants dans la procédure, comment on fait, comment on parle avec les enfants, comment on les protège de la manipulation, mais aussi de l'ignorance. Il y a de ressources pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Ou il faut changer la perspective. Pas essayer de comprendre la situation réelle d'une famille, mais aider la famille à résoudre son propre problème. Pour moi, ça serait la solution. Et comment faire que la décision devient la solution du conflit. Donc, ce sont deux choses différentes. Ça, c'est hyper intéressant. Ça. Vraiment, la différence entre décision et solution, je crois que c'est très impactant, ça. Exactement. Donc, voilà, on arrive à mon troisième partie. Il faut changer, vraiment. Quand j'étais à Paris, j'étais vraiment à côté et j'ai présenté une chose pareille. Pour arriver au temple de la justice, passer par celui de la concorde, j'espère qu'en y passant, vous transigerez. Qu'en y passant, vous transigerez. Voilà, c'est Proudhon qui l'avait dit. Mais pour moi, je crois que ça s'adapte encore plus. Imaginons une justice qui ressemble à l'amour en public. Pourquoi pas? Mais je crois que c'est nécessaire dans ces cas. Exactement, le but est qu'à la fin, les parents qui viennent nous chercher comme professionnels sont contents avec nous. Comment on peut y arriver? Bon, 2 questions à répondre, plutôt à discuter. Commencer par la fin, du bien-être de l'enfant jusqu'au conflit parental. On va derrière et éliminer tout ce qui ne mène pas au but. Donc, on se rend compte, cette attitude ne va pas bien, donc on l'élimine. Cette profession ne va pas bien, on l'élimine ou on l'échange. Ou bien, de la façon la plus pratique, imaginons de la famille dans laquelle nous aurions suffisamment confiance pour y confier nos propres enfants. J'ai bien aimé quand tu m'as posé cette question-là. Voilà, parce que c'est la réalité. Donc, oui, je vous propose beaucoup de courage, pensez au grand et rassurez la logique de notre côté. C'est nous qui voulons changer des choses. Donc, repensez le rôle du tribunal de la famille. C'est l'idée de collaborer, pas juger, pas valoriser. Une justice accueillante, un rôle de coordination des professionnels. Questionner des principes, parce qu'il y a des juges qui ne veulent pas travailler avec moi comme expert et savoir rien du tout que je ne mets pas à l'écrit pour tous les parties. Ils pensent, monsieur, le principe de contradictoire. Mais, monsieur le juge, pour moi, il est important que vous êtes informé, mais si je l'écris, ça,
le conflit va être encore pire. Ce n'est pas une question maintenant de protéger le contradictoire. Donc, oui, l'indépendance judiciaire, ah non, je ne dois pas faire ça, ce que vous voulez, je suis indépendant, je suis juge. Non, c'est une question de protéger les enfants, de travailler ensemble. Voilà. Il y a beaucoup de choses à changer, d'attitude, de mentalité. Et à la fin, l'idée du consensus familial qu'on est connu, un modèle impeccable. Repensons le rôle des avocats. Voilà. À Fribourg, par exemple, tu vois, les experts, bon, il y a des avis, il y a des désignations tout de suite qui sont prises, et puis l'expert vient à l'audience de consensus et n'écrit rien. En fait, il n'y a pas de rapport. Et donc, il est là juste pour évoquer et donner un éclirage, et c'est largement suffisant. On sait très bien que dans un écrit, on vient souvent cristalliser. Il faut repenser. C'est ça ce que tu dis. Il faut repenser. Il faut tout questionner. Et voir le rôle des avocats. Donc, pas penser à court terme. Mon client est en rage. Donc, il va tout avoir. Je vais tout faire. Non. Si tu penses à long terme, les intérêts du client sont mieux gardés si on pense comment on garde la paix familiale. Si on pense à long terme, ce n'est pas une trahison contre les intérêts du client. Il faut changer la perspective du court terme à long terme. Oui. C'est un autre désirable pour l'empathie. Voilà, les avocats de la paix hors de ce cercle bien choisi. Avocat de la paix, c'est un oxymore. Imaginez, c'est le contraire. Les avocats luttent. Les avocats, oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est un peu comme ça. Donc, les avocats de la famille, c'est un rôle différent, mais hors de la famille, évidemment, ils peuvent faire son travail comme ils le font toujours, et de formation sceptique. Et qu'est-ce qu'il faut aussi pour les experts judiciaires? Je crois, pour moi, je dirais une acte d'expertise collaborative, parce que les expertises traditionnelles, classiques et diagnostiques veulent aider à trouver une décision, mais pas une solution. Parce qu'à la fin du conflit, ah oui, la guerre comme ça, A ou B. Mais non, le problème de la famille et le conflit, comment on peut faire pour aider la famille à résoudre le conflit. Ça, c'est mon rôle. Et pas aider d'une façon ou l'autre à que vous trouvez une décision qui ne va pas résoudre le conflit. Voilà. Donc, je crois qu'on peut laisser ici pour avoir un peu de temps encore pour la discussion. Oui, ben merci beaucoup. Voilà, pas laisser de côté la science, je l'avais mentionné un peu, parce que, par exemple, redonner la responsabilité aux parents. Si les parents ont changé les structures cérébrales par rapport au conflit, on ne peut pas attendre que du jour au lendemain, ils commencent à agir en paix. Il faut leur donner du temps, de les accompagner. Donc, il faut s'adapter à ça et pas le contraire. Et merci, Sylvie. Et maintenant, je suis arrivé à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jorge, de cette présentation. C'était fort intéressant et on voit bien, en tout cas, par tes recherches et la science, on peut aussi comprendre comment notre système aussi évolue et quel est le cheminement, parce que voilà, on parle beaucoup de réformer la justice familiale et d'être dans une approche. Je vais enlever le partage, ce sera beaucoup plus simple de nous voir même. De penser à avoir un tribunal des familles différent. Voilà, vraiment c'est un questionnement qui est important, d'avoir une procédure adaptée avec le modèle de consensus, mais comment on parle de justice thérapeutique, par exemple, au Québec, on a un programme d'expérimentation de justice thérapeutique dans le milieu de la protection de l'enfance. Voilà. Je trouve ça juste extraordinaire de poser des mots pour... c'est là où il y a le plus... Les difficultés sont les plus importantes, les conflits sont les plus importants, et c'est là où la protection de l'enfant a tout son sens. Donc,
Donc, merci pour cet éclairage très intéressant. Alors, je vous propose, dans ces moments qui restent avant que l'on clôture à 20 h, de répondre tous ensemble à cette question quand même qui est épineuse. Jorge a donné un certain nombre de pistes qui sont liées au fait que déjà avoir des formations spécifiques, repenser notre rôle en tant qu'avocat, la mission du juge, décider, mais ce serait plutôt être plutôt dans la solution du conflit, ce qui est vraiment un changement de paradigme et qui demande beaucoup plus d'engagement et d'implication. Et puis, pour les experts, c'est pareil, avoir une approche aussi systémique et d'être non pas dans une opposition comme tu pouvais le poser en figeant les personnes dans des situations ou voire même les mettre dans des cases, d'avoir peut-être une approche psychosociale et systémique qui serait beaucoup plus aidante et puis vraiment collaborative, c'est-à-dire on met les mains dedans et c'est ce que tu fais, Jorge, dans ton quotidien en fait. Tu vas avec les familles, tu les responsabilises et tu les mets au travail en fait. C'est ce que tu fais. Et plus le conflit est haut, plus ton intervention est importante. Et il y a plein de modèles. On a passé cette année quand même à aller voir tous ces modèles. Donc, je vous invite à flasher donc ce code. Vous arriverez sur une page avec cette question-là. Vous avez le code de l'activité qui est mis ici et donnez un peu toutes vos idées sur comment repenser le système d'aide aux familles et ça nous permettra de pouvoir on fera un petit article dessus, on regardera un petit peu vos idées. On est plus fort ensemble dans toutes les idées qui pourraient être recueillies pour repenser notre système familial en France, avec en plus des enjeux importants pour le système français, familial français en tout cas, avec la réforme du 18 juillet 2025 qui a quand même apporté cette notion de coopération, d'orientation, cette nouvelle mission du juge qui est d'orienter vers le processus de règlement amiable adapté avec toutes les questions que ça peut poser et puis voilà, on est quand même en marche forcée avec cette injonction à rencontrer un médiateur sous peine de sanctions ou un conciliateur sous peine de sanctions financières. Voilà, on est quand même dans un autre schéma. Voilà, ça nous permettra d'être plutôt de partager nos expériences et nos réflexions. Alors, il est 52, toujours on passe sur un temps de questionnement. Donc, je vous laisse le soin de proposer ou de présenter vos questions. Je ne sais pas si j'arrive à avoir toutes les questions, mais n'hésitez pas à faire vos demandes. Je pense qu'on aura vraiment plaisir avec Jorge de répondre à vos questions. Et puis, sinon, pendant le temps de ces questionnements, je vais vous proposer que l'on reste en lien. Je sais que vous êtes beaucoup de professionnels, magistrats, médiateurs, travailleurs sociaux, avocats, éducateurs à nous suivre. Et je vous invite du coup à ce qu'on puisse rester en lien et puisque j'ai monté un groupe interprofessionnel qui s'appelle Famille Impulse qui est né en juillet, de ce mois de juillet. Et voilà, je vais commencer à créer une certaine émulsion pour essayer de penser le système différemment. Donc, le premier mouvement et le premier événement, ce sera notre soirée du 30 octobre à Lyon, où j'aurai Madame Mourant qui sera présente lors de cette soirée pour nous présenter la méthode et cette procédure adaptée qui est le consensus parental. On pourra échanger avec divers professionnels. Donc, restons en contact. Et puis, si vous souhaitez être ce nouvel avocat coopérant, collaborant,
Je vous invite à commenter pour que je puisse vous transmettre toutes les formations et les ateliers que j'ai pu créer, notamment avec Avocat Pulse, spécifiquement sur la famille, mais pas que. Donc, pour être dans cette posture-là de leader collaboratif, alors, c'est pas moi qui l'ai posé comme terme. Sachez que je l'ai rencontré au détour d'une lecture sur les obligations de formation des avocats au barreau du Québec. Et je dois vous dire que c'était très éclairant puisqu'il y a des formations sur le savoir-être obligatoires. Et depuis du coup un certain nombre d'années. Et il parle de beaucoup parler, forcément. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc, voilà, il y a plusieurs ateliers que j'ai montés pour qu'on puisse repenser notre posture en tant qu'avocat et vous mettre en situation avec tous les process de règlement de litige qui existent, et puis spécifiquement avec la famille, et puis des techniques de communication aussi efficaces. Donc, si vous êtes intéressé, commentez sur formation. Je vous enverrai tous les liens puisque les prochaines dates vont être fixées sur le mois de novembre et sur le mois de décembre. Voilà, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème technique ou si vraiment vous n'avez aucune question. En tout cas, Jorge, je te remercie énormément. C'était un temps d'échange super intéressant. J'ai parcouru ton étude et voilà, je vais faire un article dessus. Donc, je te le transmets. Un grand honneur pour moi. Merci. Non, merci. C'était vraiment très riche. Je sais que tu vas naviguer dans le monde pour pouvoir présenter cette étude et ces éléments de recherche pour échanger avec l'ensemble des professionnels qui veulent penser la famille et le système familial plutôt différemment. Je vous souhaite donc à tous, on va clôturer, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Le mois prochain, j'ai la chance d'accueillir Laura Merla, qui est sociologue, et on va parler de la résidence alternée, qui a travaillé et fait toute une étude de recherche aussi sur comment un enfant, des études sociologiques sur la résidence alternée, fort intéressante, je dois dire, et qui a également créé une BD, une bande dessinée, et puis une expérience immersive de ce que vit l'enfant en fait dans ce système de résidence alternée et quels sont ses comportements également pour retrouver peut-être un peu de stabilité ou en tout cas être dans le mieux-être, dans la satisfaction de sa vie. La BD s'appelle « De toi, un chez moi ». Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera le 27 novembre avec Laura Merla. Merci Jorge. Et puis, merci, bonne soirée. Gigi. Bonne soirée à toi. OK, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.